Premier week-end du mois de juillet, mesdames, et messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. On va en parler, c'est bien. Cet accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda, on parle le verre à tantôt à moitié vide, à tantôt à moitié plein. Après sa signature, il y a une semaine, ah oui, l'accord RDC-Rwanda entre inquiétude et son respect. Que pensez-vous de cet accord de paix entre les deux pays? Pourrait-il aider à restaurer la paix et la stabilité partout en République démocratique du Congo? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec les invités qui sont déjà sur place. Je commence avec Serge Sekala qui, j'ai dit bonjour. Bonjour Félix et merci de l'invitation. Comment va Kinshasa? Je pense que Bumba est en train de faire des efforts, hein, ce qui concerne le route. Hein. On voit des chantiers partout. Ben, vous commencez brutalement. Kinshasa, tout le monde le sait. Je ne trouve pas de mots pour décrire Kinshasa aujourd'hui. Il y a une équipe à la tête de cette ville qui fait de la figuration. Kinshasa est de plus en plus sale. Kinshasa ne correspond pas aux attentes de ses habitants. Kinshasa vit dans la saleté, l'insécurité. Et il y a de tentatives de réponse. Je dis des tentatives de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait. En ce qui concerne... Mais déjà, il y a une sorte de rupture entre le sommet et la base. Dernièrement, il y a le député Obé Moukano, élu de Mongafula, député provincial, qui a adressé une lettre, une question orale, avec débat au gouverneur, mais ils sont en congé parlementaire. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de traçabilité dans l'action du gouvernement. Et les efforts qui se font en matière des infrastructures, c'est le soutien du gouvernement central. C'est le gouvernement central qui vient. Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui... C'est-à-dire Bumba ne fait rien. Non, tout ce qui est en train de se passer, je ne dis pas qu'il fait rien. C'est le gouvernement central. Je ne dis pas qu'il ne fait rien. Je dis, j'ai précisé sur le plan infrastructurel, il y a un appui conséquent du gouvernement central. Mais aujourd'hui, le problème est qu'il n'y a pas de lisibilité dans l'action. Ce que Bumba est en train de faire, qui le sait? Il communique comment? Peut-être que vous avez des canaux auprès de l'hôtel de ville pour apprendre, ne serait-ce que connaître la politique de sa communication. Bumba ne communique pas, ses ministres ne communiquent pas, les députés provinciaux ne communiquent pas. Maintenant que ils sont en vacances, vous verrez qu'ils seront tous à Paris, Washington, un peu partout, pour leurs vacances, alors qu'ils ont été élus ici. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui combien la DGRK génère par mois? Parce que nous savons les assignations de la DGRK à sa création jusqu'aux les années 2018 et 2017. Aujourd'hui, on est à combien par mois? Parce que c'est la régie provinciale qui est pour générer les moyens. Et c'est vrai, le puneux problème de rétrocession qui n'arrive toujours pas, et Kinshasa devait avoir un statut spécial même en matière de financement parce qu'il y a des besoins. Mais je parle du management de la ville. Nous n'avons pas une bonne lecture de cette action-là. On aimerait avoir... C'est-à-dire le gouverneur ne se fait pas sentir, il n'est pas proche de sa population, il ne se fait pas découvrir dans ces... Et pourtant, il est entouré de professionnels, des gens qui ont fait leurs preuves dans un autre monde. Mais là, je peux me tromper, hein, je l'ai dit sous réserve de tout le monde ici. Mais moi, en tout cas, je ne vois pas... la politique de Bumba, je ne vois pas. Et si on casse à Kitambo Magasin, on construit à Utex Africa, c'est-à-dire on casse à Kitambo pour remettre les trains, mais à Kitambo à Utex Africa, à quelques mètres de rail, on est en train de construire. Je dis, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de cohérence dans ces convois. On va revenir avec vous, Francis Ouchouyi. C'est votre première fois de participer dans l'émission 26 Presse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation et merci pour cette considération. Je ne pense pas, vous n'avez pas un mot à dire sur Kinshasa. Pour vous, ça va au moins.
Je ne sais pas ce que vous appelez par ça va au moins, parce que j'habite à Kinshasa, j'ai connu des gouverneurs à Kinshasa, et ce que nous constatons aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est tout à fait gravissime, mais parce que le gouverneur qui est là, Daniel Bumba, est vraiment incapable même de garantir, de préserver le peu qu'il a trouvé. Il suffit seulement de faire un tour juste au Repos-Huilery, c'est pas loin de toi ici, et pour constater à quel point on a détruit complètement ces ronds-points, et pourtant ça devenait une référence pour d'autres personnes de d'autres contrées qui venaient juste prendre même des photos sur le Repos-Huilery. C'est devenu tellement trop sale, je constate ça. Non seulement c'est trop sale, mais ça pue tout le long de ces ronds-points, ça pue sérieusement. Et donc, moi, je pense pourquoi on n'arrive pas, une question, pourquoi on n'arrive pas à protéger? C'est-à-dire quand on vient, on remplace quelqu'un, et on trouve que la personne a eu à faire des avancées. Pourquoi on n'arrive pas à protéger ce que les autres ont laissé? Moi, je pense que c'est aussi la crainte d'être corrigé. Parce que... Comment ça? Parce qu'on a déjà trouvé, mais pourquoi continuer? Déjà que vous n'avez aucune politique de gouvernance de la ville. Laissez les exploits qui ont été réalisés par ceux qui étaient là. Ça veut dire que vous cautionnez et vous présentez votre faiblesse au grand jour. Et donc c'est l'une des raisons que vous avez vu que ce repoint qui a été amélioré, embelli par Jekoko est aujourd'hui une poubelle où les gens viennent passer du temps inutilement, les gens viennent s'amuser, les gens viennent même... faire le petit besoin sur le Repos-Huilery, ce qui est grave. Et tout ce que nous demandons, je ne pense pas le problème que c'est Daniel Bumba lui-même, mais aussi ceux qui l'ont mis là-bas. Ils auraient pu regarder d'abord ce qu'il a eu à réaliser dans sa vie comme privé avant de le mettre là. Alors, c'est très important. On va rentrer à Philippe Kazadi. Bienvenue pour la deuxième fois dans Vinci Price. Merci beaucoup, c'est un honneur de partager le plateau avec des éminents journalistes. Vous allez orienter autre chose, vous n'avez rien à approcher à Bumba. Non, mais je ne sais pas s'il faut dire Bumba, mais la ville de Kinshasa est invivable. La raison de mon retard aujourd'hui est justement due à des embouteillages dans notre partie est de la capitale, à Tchango précisément. Je vous dis que je suis sur la voie publique depuis 8 heures pour arriver ici à 11 heures. Et on ne parle pas de... J'en ai parlé plusieurs fois. À Tchangou, dans le sens menant vers la ville, il y a l'arrêt devant l'hôtel Apocalypse qui ne marchait. Il y a l'arrêt devant Food Market et il y a l'arrêt à l'entrée Petro-Congo. Ces 3 arrêts nous mènent la vie dure et difficile. Les agents qui sont commis là-bas, les agents de roulage, non, ils ne servent à rien. Eux, ils viennent chercher l'argent. Chercher l'argent. Si vous leur donnez quelque chose, c'est fini, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous voyez même au niveau des bonhommes, là où l'inondation avait cassé le séparateur, les chauffeurs viennent, ils rentrent dans le sens contraire pour monter jusque à l'entrée abattoir ou même jusqu'à Food Market. Et là, c'est au vu et au su des autorités, même des policiers qui sont là-bas en permanence. Et qu'est-ce qui se passe? S'il veut prendre le sens contraire, il vient, il donne 1000 francs, 500 francs, et on laisse passer. Vous, privés qui venez, ne fût-ce que pour tourner tout simplement et aller vers Kingasani, vous sortez de Petro-Congo pour aller vers King, vous arrivez là-bas, vous dites non, je vais tourner, il refuse, vous dites non, allez jusqu'à des bonhommes. Mais quand quelqu'un vient avec 500 francs, on fait passer. Alors là, je me dis que il y a une remise en cause de l'autorité de l'État de la ville province de Kinshasa. Ça ne va pas. Mais il faut se rappeler que de l'accession de Daniel Bumba à la tête de la ville de Kinshasa, on a quand même vu rencontrer les commandements de FARDC pour solliciter l'implication de l'armée dans l'assainissement de la ville. Et dans le même lancé, il avait aussi pris contact avec le gouvernement national qui a sorti de l'argent
pour l'accompagner justement à améliorer les routes de Kinshasa et à assainir la ville. Il a reçu l'argent, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune interpellation et personne n'en parle. Mais au moins, et il y a de rejoins routes qui se réalisent. Hein. Je ne sais pas de quelle route vous parlez parce que nous on souffre là. Mais allez-y à ou bien on va nous dire d'attendre. Allez-y à Gombe, que beaucoup de routes qu'on travaillait sur ce route-là. Aujourd'hui, toutes les routes ont été ouvertes pour le public. Et pourquoi ça ne désengorge pas la ville? Parce que justement, ce ne sont pas des routes principales. Mais il ne va pas, va pas faire tout au même moment. Il y a des routes, je sais qu'il y a des routes à Kinshasa qui relèvent par exemple du gouvernement national. Il y en a qui relèvent du gouvernement provincial. Maintenant, il faut voir la part des responsabilités de chaque camp. Donc, soit du gouvernement national, soit du gouvernement provincial. Mais il y avait eu une commission qui avait été mise en place ici pour régler la situation des embouteillages à Kinshasa, qui avait accouché d'une grosse souris, cette commission-là. Elle était composée tant de membres du gouvernement national que du gouvernement provincial. Où en sommes-nous? Les résolutions de cette commission, notamment ce qui concerne l'état de route à Kinshasa, où est-ce que nous en sommes? Donc j'ai déjà dit que ça pose un sérieux problème de l'autorité de l'État. Et les députés provinciaux, partant même du parti qui a choisi Daniel Bumba, c'est déjà un problème. Les députés provinciaux qui l'ont élu, pourquoi il n'y a pas... Cette assemblée provinciale de Kinshasa s'est réunie aussi? C'est comme l'impression. Moi, je n'ai pas les informations. Elle vient de clôturer leur session. Elle clôture une session sans l'avoir tenue, effectivement. Sans avoir fait le boulot, mais on va quand même en vacances. Non, au moins, il y a 2 séances de réunion. Ah, il y a eu des plénières là-bas. Il y a des plénières qui se tiennent. Est-ce que vous connaissez un seul édit qui a été déjà voté par cette assemblée provinciale? Là, il faut demander le bureau. Ah ben voilà, bureau, hein, il faut demander vous êtes un grand média, invitez ces députés provinciaux qui vous disent quels édits ont-ils déjà fait voter pour la vie de Kinshasa. Ils nous font croire comme si toutes les législations à Kinshasa, ça va. Tout ce qu'on voit, nous, là, en cours de route, la souffrance de la population, pour eux, ça va. Donc, il n'y a plus rien à légiférer à Kinshasa. C'est pourquoi ils vont passer, excusez-moi, passez-moi les termes, de passer les temps à l'Assemblée provinciale sans ne fût-ce que rendre rigoureuse les contrôles parlementaires pour savoir quel ministre fait quoi et qui ne fait rien pour pouvoir les sanctionner. Est-ce que le gouverneur est à la hauteur de sa tâche ou pas? Nous, on constate ensemble avec la population que ça ne marche pas avec Daniel Bumba. Moi, j'ai fait des articles au début de son mandat pour l'appuyer. Mais au fur et à mesure que les temps passaient, j'ai commencé à me rendre à l'évidence que peut-être ceux qui disaient qu'il dormait trop avaient raison. Et tandis qu'il est bien entouré, hein, il est bien entouré. Mais bien entouré. Le directeur de cabinet qui est l'un de nous, non, excusez-moi. Israël Moutala. Je pense il est. Excusez-moi, Félix. Nous écoute. Excusez-moi, Félix. Vous savez, Machiavel, que les gens lisent parfois des travers, a écrit que la première qualité d'un prince, d'un chef, c'est le choix de ses collaborateurs. Parce que si ses collaborateurs sont bons, c'est qu'il est mieux qu'eux. Mais s'ils sont mauvais, c'est qu'il est pire qu'eux. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut voir la configuration de responsables, je veux dire, des institutions, ou même Daniel Bumba particulièrement. Comment est composé son entourage et quel est le travail qu'il produit. Merci. Voilà. C'est en fonction de leurs fruits que nous allons les évaluer et non en fonction de leur déclaration, de leur communication. Ici, on met trop de moyens pour la com, mais peu de moyens pour la réalisation. On va entamer le débat. C'est bien accord de paix, République démocratique du Congo-Rwanda, entre les inquiétudes et son respect. Je commence avec Serge. Enfin, la signature n'était qu'un début. Le véritable, on parle déjà d'un véritable chantier qui va commencer. Mais le voix s'élève pour dire que cet accord de foi, c'est un verre qui est tantôt à moitié vide et à moitié plein. On n'arrive pas à y comprendre. Où est-ce qu'on va? Merci Félix pour la parole. Cet accord, comme toute autre œuvre humaine, est perfectible. Si on l'analyse, on peut découvrir des failles. Je commence d'abord par les acquis. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cet accord? On a gagné l'espoir d'une paix retrouvée.
on a gagné l'espoir d'une gestion, je dirais, claire des ressources de la partie est du pays. On gagne un cadre de concertation avec nos voisins qui permettra un bon vivre ensemble. Mais je lisais, j'étais en train de lire la lettre ouverte des ministres honoraires Thomas Louaka adressée à Madame Kaikwamba pour dire qu'à côté, il y a des gens qui pensent que cet accord, sans rentrer dans des considérations politiques, cet accord ne serait pas à l'avantage de la République démocratique. Mais c'est ce qui s'est dit, hein? C'est qui est prêché par une autre partie. Parce qu'il y a la résolution 2773 des Nations Unies qui est imposée au Rwanda le retrait. De l'appui de ces hommes du Congo est dilué dans l'accord. Parce que là maintenant, le Rwanda revient dans l'accord avec un impératif avant que je démobilise, je le dis avec mes mots parce que ils parlent de retrait des mesures sécuritaires par rapport à quoi? Avant de démobiliser, vous devez avant de retirer, vous devez démobiliser les FDLR. Les FDLR, c'est qui? Mais ce sont des forces. Est-ce qu'ont-ils raison ou pas quand ils parlent de cette question des FDLR? Ça inquiète un peu. Mais je pense que c'est de la mauvaise foi manifeste. Du Rwanda. Du Rwanda. Et nous sommes tombés dans le panneau, nous, la République démocratique du Congo, parce que je crois à Nairobi, on avait signé, pris l'engagement, nous, de démobiliser. Nous, on avait déjà pris cet engagement-là, de démobiliser les FDLR. FDLR, parlons-en. Il se trouve. Force démocratique rwandaise, des choses comme ça. Et ils sont venus ici en 1994. Maintenant, nous sommes en 2025, donc 30-31 ans passés. Si ces gens-là avaient une moyenne de 30 ans, aujourd'hui... C'est-à-dire, il y a ceux qui ont 60 ans, 70 ans plus. Ainsi de suite. Alors, en supposant qu'il y a eu le phénomène de recyclage, leurs enfants et tout. Mais le Rwanda contrôle cette zone depuis. Il y a eu des missions conjointes FRDC, Rwanda, donc les forces démocratiques du Congo et les forces du Rwanda pour pacifier. Ils en ont trouvé combien? Je crois au Moja Yetu quelque chose comme une mission qui s'intitulait dans ce sens-là. Ils en ont trouvé combien? Mais, maintenant que la partie Est, Bukavu-Goma, est sous contrôle de M23 partenaires du Rwanda qui même envoie le matériel, le personnel militaire et dans le renseignement. Ils en ont trouvé combien? Ils en ont trouvé combien? La République démocratique du Congo risque d'être prise dans son propre jeu. Vous allez démobiliser des gens que vous ne maîtrisez pas. Vous allez mobiliser des gens qui ont existé avec... une certaine vigueur, il y a 30 ans passés, et maintenant vous allez chercher qui? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on n'arrive pas, c'est que le Rwanda réclamerait le FDLR, qu'il se trouve sur le sol congolais. Pour nous, on y croit que ces gens n'y sont pas encore. Est-ce que vous voyez que l'accord de paix de Rwanda pourrait arriver à son respect? Non, mais il y a une obligation. Je crois qu'il y a un délai de 90 jours qui ont été un délai qui a été fixé par les États-Unis pour qu'on puisse... Je pense 3 mois. Oui, c'est 3 mois. C'est ça, 90 jours. Ouais. Oui, donc pour faire exécuter cela, à en croire à Mme Kaikwamba. Mais je vous dirais une chose, sans être vouloir jouer au prophète des malheurs. Israël et la Palestine sont en conflit depuis 1947-48. Est-ce que vous pouvez citer les nombres d'accords qui ont été signés, notamment sous l'égide des États-Unis? Et il y a quelques jours ici, après le frappe mutuel Israël-Iran, maintenant c'est Israël qui a pilonné Gaza. Donc, moi je conseillerais
une certaine résilience aux Congolais. Il y a ceux qui jubilent, qui sont dans l'angélisme et pensaient qu'on a signé et ça va c'est fini. Tout ça non, c'est un processus qui risque de prendre du temps parce que, à entendre Paul Kagame, dans sa conférence de presse, son ministre des Affaires étrangères, et puis tout ce qui vient de l'autre côté, mais la bonne foi du Rwanda n'est pas démise. On ne peut pas compter sur le fait qu'ils ont accepté, ils ont signé. Mais ce qu'ils disent en parallèle ne rassure pas. Ne rassure pas. Francis Otudu, on vous prend cet accord République démocratique du Congo-Rwanda. On parle un peu entre, comme Dion le disait, ceux qui saluent la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi et ceux qui dénoncent, qui qualifient ces documents comme un document qui fait la part belle aux intérêts du Rwanda. Qu'est-ce que vous dites? J'apprécie la pertinence de mon aîné qui venait tout à l'heure d'intervenir. Mais je pense, moi par contre, je n'aurais pas de mots aussi diplomatiques que lui, je serais un peu plus direct parce que je crois qu'il est temps, après la célébration, après l'autosuffisance, après le triomphalisme qu'on a constaté, je pense que 6 jours après, il est temps d'appeler les Congolais au deuil par rapport à cet accord. Comment ça? Et je vais le démontrer. On a rappelé ici, par rapport au conflit Palestine, rappelé qu'on ne sait plus compter le nombre d'accords qu'il y a eu. Qui ont été signés. Ça veut dire que, regardez, puis il y a 13 ans, sous Barack Obama comme président des États-Unis, nous avons eu une démarche similaire à ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais qui n'a pas abouti. Non, écoutez, je suis en train d'en Qui n'a pas abouti. Barack Obama est allé même appeler Kagame au téléphone pour lui dire pour lui, c'était une exigence à ce que le militaire rwandais puisse quitter les sols congolais et c'était de manière définitive. Aujourd'hui, on peut se poser la question plus tard, qu'est-ce qu'il en a eu? Il n'y a rien. Aujourd'hui, on est en train de célébrer un accord, d'ailleurs qu'on n'a pas bien compris par les gens qui ont fêté. Je crois qu'ils vont regretter leur champagne. Mais la ministre Thérèse Kaikwamba y a expliqué. Parce que elle a expliqué. Vous saisissez ça d'une autre façon. Elle a expliqué. Elle a été claire. Hein, je vous donne un Thérèse élément. Kaikwamba. Parlons de la résolution V773. Cette résolution, à mon avis, a demandé aux militaires rwandais de quitter de manière définitive et sans condition les sols congolais. Mais lorsque vous lisez cet accord, on demande de quitter, mais avec une condition. Laquelle? Je pense qu'on a gaspillé tout le moyen de l'État que Madame la ministre d'État est en train de voyager. C'était du gaspillage. Parce que moi j'aurais voulu qu'on puisse s'apaisantir sur la résolution 2773 qui demanda à ce que les éléments de l'armée rwandaise plutôt puissent quitter de manière définitive les sols congolais au lieu d'en venir à un accord qui donne maintenant la possibilité, une condition. Et la condition c'est laquelle? Avant que ces forces de défense, je ne sais pas, on a parlé d'une force de défense, mais plutôt des éléments de l'armée rwandaise qui sont sur les sols congolais, avant qu'ils ne quittent les sols congolais, il y a une condition. Et cette condition, c'est que la République démocratique du Congo doit d'abord assurer la neutralisation des éléments de FDLR dont on ne sait pas les situer aujourd'hui sur les sols congolais. Où sont-ils? Ça, c'est une question très importante. Mais on parle, il y a le point où on souligne clair le retrait de troupes étrangères, entre autres le Rwanda. Vous dites qu'il n'y a rien que l'armée rwandaise puisse quitter la République démocratique du Congo. Non, mais écoutez, c'est l'accord qui le dit. L'accord dit, il y a eu les deux parties, chacune des parties a pris quand même des engagements. Du côté congolais, on a pris l'engagement de neutraliser le FDLR. Je rappelle ici que c'est depuis un moment que les autorités congolaises ne reconnaissent plus
la présence ou l'existence de FDLR sur les sols congolais. Mais alors je me pose la question. Le Rwanda a toujours prêché ça. Mais, c'est qui est inexistant en République démocratique du Congo. J'en viens, cher confrère. Ah oui. J'en viens. Il faut qu'on se pose maintenant la question. Comment est-ce qu'on peut s'engager à neutraliser quelque chose qui n'existe pas dans le pays? Parce qu'on dit le FDLR n'existait pas. On ne sait pas les situer en RDC. On ne sait pas. C'est quoi le nombre de ce FDLR dont on a du mal à les localiser? Est-ce qu'ils sont au Congo central? Ils sont au Sankuru? Ils sont au Kasaï central? Personne n'a la réponse à cette question. Mais au-delà de tout, on s'engage à les neutraliser. Moi, je pense plutôt que c'était un piège. Et nous, comme Congo, nous comme pays, la RDC s'est laissé faire. S'est laissé piéger. Parce qu'ici, on vous dit, avant que les forces de défense du Rwanda ne quittent les sols congolais, ils doivent se rassurer d'abord que le FDLR, qui les Nations Unies reconnaissent que ça représente une menace pour le Rwanda, il faut qu'on se rassure d'abord de leur neutralisation. Mais vous ne savez pas les situer. Comment est-ce que vous allez prouver au Rwanda que ces gens-là sont neutralisés? Et maintenant, vous devez faire partir vos éléments qui sont sur les sols congolais. Ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est quelque chose, peut-être qu'on n'a pas bien maîtrisé avant la fête de cet accord, et que dans les jours qui viennent, on pourra peut-être se rendre compte qu'on aura de répercussions, qu'on aura du mal à gérer du côté congolais. C'est-à-dire, pour vous, cet accord ne rassure pas que le peuple congolais puisse fétoyer ou bien acclamer mais déjà, le travail qui est réalisé. Vous êtes optimiste ou vous pensez que nous sommes mal partis et ça pourrait avoir des retombées dans le futur, comme on l'a eu avec d'autres accords avec le pouvoir passant? Je me refuse d'être prophète de malheur, j'aime beaucoup mon pays. Mais vous avez déjà mais dit, je suis réaliste, je suis réaliste oui. Au lieu de rester flatteur au régime, au lieu de rester flatteur parce qu'on a des intérêts auprès du régime, nous sommes de ceux-là, des Congolais qui ont le courage de regarder la réalité, la vérité en face et dire que cet accord, nous sommes déjà en face de quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Kagame, le Rwanda, Kagame reste toujours sur ses positions. Du Congo, on n'a pas un problème. Ce qui fait mal, c'est le Rwanda qui n'arrive pas à respecter les accords, comme déjà avec toutes ces réclamations qui arrivent au point. Et déjà, il faut le dire, nous, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au Rwanda? C'est le Rwanda qui vit au dépendant de nos richesses. Et donc, nous n'avons aucun problème avec le Rwanda, mais le problème, c'est le Rwanda qui cherche de tournure pour se maintenir et maintenir ses intérêts auprès de la République démocratique du Congo. Et je pense que cet accord, au regard de cette disposition que je viens de soulever, je pense que ça ne donne pas, ça n'augure pas de bonnes choses. Et dans l'avenir, je pourrais demander à ceux qui ont signé cet accord de multiplier au moins de vigilance parce que Kagame reste droit sur ses bottes. Alors, Philippe Kazadi, vous avez écouté Francis Ochoudi qui est au moins catégorique, hein, qui dit que cet accord avec l'avenir, ça ne pourrait pas donner la bonne sauce aux Congolais comme on l'espère. 30 jours pour la mise en œuvre, c'est-à-dire justement donner 30 jours pour mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais les inquiétudes planent, les autres, on soulève cette question de FDLR. Est-ce que cet accord va rassurer encore de mieux? Parce qu'il y a ceux qui disent: nous avons fait une belle lettre au Rwanda pour profiter de nous, mais en République démocratique du Congo, on ne gagne rien. Bon, je crois que la question est très, très pertinente et l'enjeu est de taille au regard de la situation sécuritaire qui sévit dans l'est de notre pays. Ce que je peux dire ici, c'est que nous devons nous rappeler du contexte. La première chose à rappeler dans le contexte, c'est que Goma, Bukavu tombaient entre les mains des ennemis soutenus largement et aujourd'hui internationalement reconnus par le Rwanda.
Et on a enregistré autant de morts, et c'est ça depuis plus de 30 ans, que notre pays s'est toujours envahi par un voisin belliqueux, le Rwanda. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que nous avions déjà, au regard des éléments sur terrain, démontré que sur le plan militaire, la RDC n'était pas à la hauteur. Donc tout ce qui restait pour nous, c'est la voie diplomatique. Maintenant qu'on a signé cet accord, moi j'ai toujours invité les gens à éviter le triomphalisme, de dire qu'on a gagné, à éviter aussi la naïveté, d'espérer que nous aurions dû gagner plus que ce qu'on a eu, et aussi d'éviter le pessimisme pour dire, comme Francis, que en tout cas rien ne marche, ou rien ne pourrait marcher. Mettre tout à la question plutôt pour nous de travailler, parce que l'accord jusque-là c'est une évocation de principes généraux, à mon sens. Et les deux États ont pris un engagement mutuel de faire la paix. Mais c'est sur papier. Ça, c'est sur papier. Mais c'est quelque chose qu'on peut capitaliser. Parce que nous sommes seulement sur le plan diplomatique. J'insiste bien. Et que demain, une fois que la paix est installée, on pourrait espérer avoir une gestion transparente ou une gestion claire de nos ressources, comme a dit René Serge. Maintenant, l'accord a permis aussi à ce que le Rwanda puisse accepter que ces éléments sont bel et bien en RDC. démocratique. Le Rwanda a toujours refuté cette accusation-là. Mais aujourd'hui, une fois de plus, parce que déjà à partir de Luanda, il avait signé un engagement qui prouvait qu'il était derrière l'M23, et aujourd'hui, il vient encore de le rassurer ou de le confirmer. Maintenant, au lieu de dire soutien au M23, il parle de mesures de défense. La RDC aussi, curieusement, au-delà de la rhétorique connue sur la non-existence des FDLR, la RDC semble accepter, a accepté que les FDLR sont sur le territoire congolais. Et au Rwanda d'argumenter en plus que les FDLR sont même dans le rang de Ouazalendo. Je ne sais pas si vous voyez. Au-dessus Francis dit que où allons-nous trouver le FDLR en République démocratique du Congo? Parce que, comme Serge l'a dit, il y a 30 ans où les autres... Maintenant, c'est aux autorités qui nous disaient que les FDLR n'existaient pas et qui ont signé un engagement de démobiliser les FDLR, de nous prouver où ils sont. Et le Rwanda, qui continue à jouer son jeu, nous dit qu'ils sont même dans le rang de Ouazalendo. Vous savez pourquoi ils visent le Ouazalendo? Parce que les Ouazalendo sont aujourd'hui la seule force qui empêche tant soit peu au M23 de progresser. Donc c'est le Ouazalendo qui se bat. Et donc, pour neutraliser le Ouazalendo, il faut déjà les attribuer la présence de FDLR dans leur rang. Maintenant, quant à l'exécution de l'accord, les accords internationaux s'exécutent de bonne foi. Mais est-ce que le Rwanda a prouvé en suffisance qu'il a la bonne foi d'exécuter cet accord? Mais ce n'est pas. Ce n'est pas maintenant que le Rwanda va. J'ai dit non parce que toutes les communications qui viennent du Rwanda après la signature de cet accord prouvent que le Rwanda trouve encore des subterfuges pour que l'accord ne s'exécute pas. Déjà au niveau de la chronologie de faits ou d'actes à poser pour que cette paix s'installe définitivement. Pour le Rwanda, la première action, c'est de neutraliser les FDLR. Ce n'est pas dans l'accord, Francis. C'est dans la communication du Rwanda. Qui dit que avant que nous retirions nos mesures de défense, ça ne figure pas dans l'accord. C'est juste une communication du Rwanda qui voulait que on commence par là. Mais l'engagement a été pris par la République démocratique du Congo de neutraliser le FDLR. Oui, l'engagement a été pris par la RDC de neutraliser le FDLR. C'est dans l'accord. Le Rwanda a aussi accepté de lever ses mesures défensives. C'est aussi dans l'accord. Maintenant, la question à se poser, c'est qui va commencer. Alors maintenant, c'est ça. Alors, c'est à ce niveau que je pense que la médiation devra encore jouer son rôle. Et ça signifie que le chemin à parcourir est encore long. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter le triomphalisme
il faut éviter la naïveté intellectuelle. Donc, le chemin à parcourir est encore long. Déjà, à ce niveau-là, on va commencer par quelle action? Est-ce possible de les mener concomitamment, neutraliser l'FDLR et faire sortir les troupes rwandaises? Je crois qu'à mon point de vue, c'est impossible. C'est-à-dire là, il y aura question qui va commencer le quelle premier. action va-t-on poser en premier? Mais on a dit, il y a 30 jours pour mettre en place un mécanisme conjoint. Je risque de me perdre. Avant la mise en place de ces mécanismes, j'ai suivi une grande émission sur une radio de la place, Top Congo, où il y avait le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Et 2 anciens ministres des Affaires étrangères, chez Okitondo, qui sont de là, et puis quelqu'un d'autre. Mais au regard de tout ce que, à leur attendre bien, la RDC ne compte, parce que nous sommes incapables d'imposer au Rwanda une certaine force pour lui faire appliquer l'accord. La RDC ne compte que sur les facilitateurs, les États-Unis. Parce que j'ai entendu, par exemple, Chokito dire que les Rwandais ne peuvent pas narguer les États-Unis. Ok? Donc c'est pour dire que nous, là, Congo, nous ne comptons que sur la bonne foi, cette fois-ci, des États-Unis pour intimer ordre au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes de notre pays. Quid de la question? Si les États-Unis étaient complices du Rwanda dans tout ça, que deviendrait la RDC? Voilà pourquoi, à mon humble avis, il a toujours été impérieux que l'on mette en place une armée dissuasive pour le Congo. Mais il y a eu recrutement. Nous ne finirons jamais. On a vu Jean-Pierre Bemba, les autres sensibilisés à faire appel. Non, mais c'est Jean-Pierre Bemba passer calmement son week-end. Non, mais il faut le dire. On a vu Jean-Pierre Bemba, on a vu les autres sensibilisés appeler les jeunes d'aller adhérer à l'armée congolaise. Mais vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Vous n'espérez pas que Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense. Il n'avait jamais appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Il rentre au transport, il appelle les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Je ne sais pas à quoi il joue. Les circonstances étaient différentes. Et non, même pendant qu'il était ministre des Affaires, comme ministre de la Défense, les M23 étaient là, étaient très actifs. La guerre était au rendez-vous. La guerre était là. Donc moi je crois que c'est très naïf aussi du côté du Congo d'espérer que les États-Unis sont aussi neutres qu'ils vont faire imposer le respect de l'accord et au Congo et au Rwanda pour que nous puissions jubiler. Alors, on va continuer avec parce que déjà on a évoqué ici différents accords signés sous l'égide des États-Unis par 2 pays, mais à partir du moment où on sait que les États-Unis ont un penchant pour un pays déterminé, ils ne respectent pas les textes. D'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes ne respectent pas les accords. Alors, on va revenir, Serge. Je lis tout simplement le propos de Thérèse Kayikwamba, et après je vous pose une question. Elle dit « Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit d'un accord politique et sécuritaire qui entre sur les engagements concrets. » Ça signifie qu'aujourd'hui, le Congolais ne devrait pas mettre espoir que dans cet accord, on toucherait à ce qui concerne comme économie, quand on parle de vente de minerais, production de minerais. C'est-à-dire, pour Thérèse Kayikwamba, cet accord a 2 volets. C'est un accord politique et sécuritaire, tout simplement. Mais je crois que la ministre n'a pas menti quand elle dit que cet accord, ce n'est pas un accord économique, mais c'est un préalable à l'accord économique. Parce que la réalité, c'est quoi? Les États-Unis veulent faire, l'administration Trump, veut faire affaire avec la République démocratique du Congo. Mais dans cette situation trouble, il risque d'être suyé. Parce qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans ce pays. Et quand vous venez commercer, prendre des parties, automatiquement, vous devenez partie prenante à ce qui s'est passé là. Alors Trump, en businessman, voudrait faire des affaires avec nous. À la suite des Biden, d'ailleurs, qui avait lancé le projet
corridor de Lobito. Parce qu'à un certain moment, les États-Unis ont compris qu'ils ont laissé les terrains aux Chinois. Et dans cette guerre économique qui les repose les uns aux autres, et ils ont besoin de ce que le Congo a. En termes de terres rares, en termes de minéraux, de tout ce qui va avec. Trump a décidé de revenir avec la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il veut obtenir la paix. Mais la paix à tout prix, c'est-à-dire les États-Unis, pour des questions, vous verrez dans cet accord, qui est politique, mais on ne parle pas du sort de ceux qui ont commis des crimes. C'est comme si on donnait une prime à la guerre à ceux qui ont tué des millions de Congolais. Dans cet accord, on ne parle pas de la situation des chefs de guerre et tous les autres, des conflits de Nanga et de Kabila. Ils disent que ce sont des conflits inter-congolais qui doivent être traités entre Congolais. Donc ils bottent en touche, eux, leur objectif, pacifier le terrain et commencer le business. Alors, cet accord fait partie d'une trilogie. Il y a Doha, il y a cet accord qui a été signé, mais aussi tout ce qui a été fait avant. Nairobi, Luanda, un peu partout. Tout ce qui a été fait avant. Parce qu'on doit rentrer dans ces schémas-là. Nous allons parler, à travers l'accord dessine les schémas de collaboration, comment nous allons discuter et commencer à travailler pour que la paix revienne, on a parlé des démobilisations des FDLR et aussi de retrait. Et alors, en pratique, les Rwandais font le malin en disant, comme préalable, les préalables n'ont pas été fixés. Sauf que tout le monde doit faire sa part. Donc, le Rwandais se retire et nous, on démobilise, nous avons accepté à travers nos dirigeants. Donc, pour revenir mais nous allons à la question, nous allons le mettre, le FDLR dehors. Comment? Parce que François Otudi l'a dit, il se trouve en République démocratique du Congo. Vous acceptez quelque chose que vous-même, vous avez eu à contredire dans le temps passé. C'est là où ça change. Non, la réalité est que les FDLR ont existé et ils existent aujourd'hui, mais ils sont résiduels. Ce sont des gens qui ont été tués, des gens qui ont été dispersés, et aujourd'hui, leur capacité d'être une menace pour l'État rwandais est minime et quasi inexistante. Et les FDLR, de mémoire d'hommes, de mémoire des journalistes, j'en connais pas qui ont essayé de faire des escarmouches, tuer même une mouche au Rwanda. Quand le Rwanda craint pour sa sécurité, parce que les FDLR ont déjà fait quoi? Nous craignons pour notre sécurité parce que les forces rwandaises, à travers leur pantin, ont tué. Donc, pour revenir à l'accord, cet accord qui se veut politique, mais va servir de base à un accord éminemment économique. C'est ça qui fait tourner la machine aujourd'hui. C'est le besoin des États-Unis de signer avec le Congo. Donc, on ne peut pas dire que cet accord est neutre au regard des intérêts politiques. Non, l'accord n'est pas neutre dans le sens que l'accord sert de soubassement, de soubassement aux besoins des États-Unis de revenir au Congo, de prendre... et puis les États-Unis ont délaissé le Congo pour amener leur zone d'influence vers le Rwanda ou l'Ouganda pendant l'administration des démocrates, Clinton et tous les autres qui sont arrivés, alors qu'ils contrôlaient ici. Ils ont laissé les terrains aux Chinois. Et ils pensent aujourd'hui que les Chinois prennent la part du lion, et qu'ils avaient les droits de revenir ici. Ils essaient de faire ce qu'ils font. Est-ce que ça sera une guerre facile entre... on va trouver les deux puissances, les deux grandes puissances qui opèrent en République démocratique du Congo. Est-ce que les Chinois vont se faire laisser ou l'Amérique, qu'aujourd'hui, que le pouvoir Tshisekedi fait confiance? Ne nous l'airons pas, ne soyons pas fanatiques. Aujourd'hui, les États-Unis sont encore première puissance économique, première puissance militaire. Je ne veux pas nier, je parlais de deux puissances. Et que les Chinois viennent dans un pays, comme c'est écrit dans la Bible, pour exploiter et partir. Chaque fois qu'on a eu des guerres ici, qu'on a des soucis ici, avez-vous le gouvernement chinois envoyé des forces, des instructeurs pour soutenir le Congo? Donc la crise que nous avons avec le Rwanda, ça ne dit rien. Est-ce que les Chinois sont intervenus à quel niveau? Ils ont proposé quelle solution? Donc, devons-nous continuer
avec des gens qui viennent pour exploiter et bouffer avec une partie des dirigeants. Je pense aussi aux 5 chantiers, au projet chinois des 5 chantiers, qui a été un contrat éminemment léonais, qui a profité beaucoup plus au privé qu'à l'État. Et même, vous avez vu la révitation de ce contrat qui a généré quelques milliards, c'est-à-dire qui a été mal négocié. Donc, les Américains viennent. On peut critiquer leur gloutonnerie, on peut ne pas aimer leur impérialisme, mais aujourd'hui, l'avantage est que Trump a le courage de se mouiller les mains, de rentrer dans l'arène et d'imposer une certaine paix. Pas seulement ici, il essaie de le faire aussi entre Israël et l'Iran, à sa manière, bien entendu, à sa façon, mais au moins, le monsieur essaie de faire quelque chose. Mais les Chinois sont là, de pêcheurs en eau douce. Quand vous vous entretuez, ils ne sont pas là. Même si vous étiez amis, vous perdez les pouvoirs, ils viennent travailler avec ceux qui ont gagné et puis ils continuent, mais pour leurs intérêts. Et même si on voit certaines des réalisations que nous avons ici, ça laisse à désirer, on se pose la question si réellement la Chine est vraiment de notre côté, parce que les gens pensent de plus en plus, nous devons nous détourner des États-Unis et de l'Occident pour aller vers la Chine. Mais c'est du pareil au même. Regardez, quand ils viennent ici, quand ils collaborent avec nos dirigeants, ils nous produisent quel genre d'ouvrage? Des ouvrages de quelle qualité? Vous me direz, ailleurs, ils le font bien. Mais pourquoi ici, ça ne se fait pas bien? Pourquoi on n'a pas des ouvrages de qualité? C'est-à-dire que quelque part... il y a aussi il faut faire de collaboration. Un manque de sérieux, je dis, vous me passerez l'expression de leur côté, quoi. On n'est pas seulement amis quand ça marche. Et quand ça va mal, on ne peut pas compter sur vous. Et quand je suis en bonne santé, quand j'ai l'argent, c'est à ce moment qu'on peut se retrouver à Nyangwe. Mais quand je suis malade, vous ne pouvez pas venir me voir. Alors, nous devons nous poser des questions sur le genre de partenariat que nous nouons. On peut critiquer les États-Unis, mais je pense que la Chine, pour nous, n'est pas toujours une alternative qu'il faut... Ok, là justement, vous avez la République démocratique du Congo collaborant avec le Rwanda, c'est pas un problème, parce que l'opposition l'avait dit à son temps qu'on voulait faire de bradage de nos minéraux, mais le représentant de Trump en Afrique a affirmé qu'il n'y a aucune volonté de piller les richesses de la République démocratique du Congo. Alors, comme disent les opposants. Alors, permettez que je revienne un peu sur la question qui a été posée ici sur qui va commencer entre les deux parties qui ont signé cet accord, qui va commencer par exécuter. Moi, je pense qu'au regard des déclarations qui ont suivi la signature de cet accord du côté du Rwanda, je pense que j'ai du mal à affirmer ici que les intentions du Rwanda sont bonnes pour être la première partie à s'engager à exécuter cet accord. Le Rwanda. Et donc, ça sera vraiment peut-être que c'est là où le problème va sembler se compliquer un peu, parce que le Rwanda ne va pas commencer à exécuter avant que la République démocratique du Congo ne fasse le premier pas dans l'exécution de cet accord par rapport à la question de FDLR. Ça, c'est une précision peut-être que je voudrais donner. Avant de revenir sur le volet économique, par rapport aux précisions qui ont été données par la ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, oui, il est vrai que cet accord, c'est un accord politique et sécuritaire, mais il faut comprendre que cet accord politique et sécuritaire vient ouvrir la voie vers une coopération, une collaboration économique par rapport au Rwanda. Tantôt on l'a dit ici, mais je pense aussi que les États-Unis ne viennent pas parce qu'ils aiment les têtes des Congolais, parce que nous sommes Congolais et parce que nous savons nous comporter. Mais ils viennent parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont trouvé que c'est une nécessité maintenant pour les États-Unis de travailler, d'exploiter le minerai congolais. Dans chaque collaboration, il y a toujours des intérêts. Vous n'allez pas en refuser. On parle entre pays et pays. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui priment. Oui, comment vous allez refuser? Et si on parle qu'il y a des intérêts gagnants-gagnants, comment vous allez refuser? Oui, encore que ça c'est une autre question très importante. Les intérêts gagnants-gagnants, c'est qui est tout à fait normal. Mais est-ce que dans les contextes congolais, est-ce que les gagnants-gagnants vont se traduire
dans la réalité qui va bénéficier au petit peuple, ou c'est une réalité qu'on va voir les gens se construire des immeubles parce que c'est les gagnants-gagnants qui rentrent dans les individus. Et donc ça, c'est aussi une question qui va concerner essentiellement les Congolais, surtout que nous savons comment ça fonctionne chez nous. On a parlé tantôt également de notre partenariat avec la Chine. Moi, je reste toujours, comme d'habitude, dubitatif par rapport à notre collaboration avec la Chine qui, parfois, nous donne des infrastructures qui ne durent même pas. Mais ils exploitent sérieusement nos minéraux. Alors, il faut maintenant donner aux Américains la chance de le faire. Moi, il faut donner maintenant aux Américains la chance. Donc, vous voyez que de tous les deux côtés, il y a un problème. Mais je reste cohérent pour dire que si aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, nous trouvons qu'ils vont venir nous aider, ils vont mouiller les maillots, ils vont mettre la main dans la pâte, et surtout en ce qui concerne la sécurité du pays, il n'y a pas de mal à ce qu'on puisse nous ouvrir vers les États-Unis. Ne seront pas bradés. Moi, je ne pense pas, mais le bradage ici va rentrer dans les contextes où nous savons comment est l'esprit congolais. L'esprit congolais, c'est-à-dire que des gens qui ne voient que leurs intérêts personnels au détriment de la population, du peuple congolais. Et donc, c'est là où ça va poser un problème parce qu'on se connaît, nous sommes tous congolais. Alors, aujourd'hui, on doit au moins applaudir le gouvernement d'un pas qu'ils ont eu à faire pour trouver totalement la paix en République démocratique du Congo, parce que Philippe l'a dit, la seule voie qui nous restait, c'était cette voie diplomatique. Mais lorsqu'il y a des avancées... Oui, la seule voie qui nous reste, parce que sur le terrain, on est faible jusqu'à présent, sur le terrain, militairement, on est faible face au Rwanda. Et Philippe a raison de le dire, que c'est pratiquement la seule voie, c'est la voie diplomatique. Mais cette voie diplomatique ne doit pas nous endormir. Nous devons rester vigilants par rapport à celui qui est en face de nous, le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire avec assez de clarté que les États-Unis font plus confiance aujourd'hui, à ce moment ici, aux Congolais, que Rwandais. On ne sait pas, parce que Philippe a posé une bonne question. Si jamais demain, on se rend compte que les États-Unis continuent à opérer, à faire confiance au Rwanda, que deviendra la République démocratique du Congo? Donc ce sont des questions qui peuvent nous amener à réfléchir et à faire réfléchir aussi les autorités congolaises qui malheureusement pour la plupart restent des triomphalistes au lieu de rester objectifs sur le traitement et les négociations qui sont en cours. Alors Philippe Pézadi, là on parle d'une question de sincérité entre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui est sincère, qui ne l'est pas, parce que on arrive au moins à trancher sur cette question. Rwanda, qui ne veut pas être totalement clair dans certaines de ses déclarations, on a vu, malgré qu'on aille à signer, mais les déclarations qui viennent du Rwanda sont des déclarations qui dérangent. Au moment où on a vu Qatar, Belgique, la France saluer cet accord en disant que ça va renforcer la sécurité et la stabilité dans la région de Grand Lac. Merci beaucoup. La première préoccupation ici, c'est de savoir, entre le Congo et le Rwanda, qui veut la paix? Qui cherche la paix? C'est la RDC. C'est la RDC. C'est la RDC qui veut la paix. Parce que le théâtre des opérations, c'est pas chez nous. Oui. C'est nous qui enregistrons de morts. Ça signifie que nous ne sommes plus diligents dans l'exécution de l'accord. Nous, on a besoin que ça aille plus vite. S'il faut que demain les FDL puissent sortir. C'est ce qu'a souligné Thérèse Kaikwamba. Pour nous, c'est une bonne chose. Donc maintenant, par rapport aux actions à poser suivant la logique de l'accord, la RDC doit se montrer encore plus dynamique parce que à la suite de cet accord, il doit y avoir, je veux dire, plusieurs autres petits accords. Normalement. Parce que prenez les cas de démantèlement ou des engagements ou des insertions de FDLR. Comment ça va se faire? Quelle sera l'implication du Rwanda? Quelle sera l'implication de la RDC?
vous comprendrez que les lignes, tant la lettre et l'esprit de l'accord signé aujourd'hui ne résout pas cette question-là. Qu'elle va faire la RDC, qu'elle va faire le Rwanda exclusivement en ce qui concerne l'FDLR. On a parlé de la mise en place. Il faut encore se mettre d'accord. Hein. Il faut se mettre d'accord. Donc, nous ne devons pas dormir, nous devons nous activer davantage parce qu'il y a encore, je veux dire, encore beaucoup d'accords particuliers qu'il faudrait avoir avec le Rwanda pour que point par point prévu dans cet accord, qui est une évocation des grands principes, soit exécuté. Ça, il faut que nous le notions bien. Mais il y a aussi une épine, c'est les discussions au niveau des Doha avec le M23. J'ai cru comprendre que le Rwanda pose aussi un de préalable pour que cet accord soit exécuté, pour que l'exécution puisse avancer. C'est que le gouvernement doit reprendre les négociations de Luanda, de Doha plutôt, avec les M23. Mais on a annoncé. Et j'ai suivi les États-Unis aujourd'hui, ce matin, dire la même chose, que le gouvernement doit reprendre les discussions avec les M23. Et est-ce que vous pensez que... À la dernière communication de M23, excusez-moi, je vais me perdre, à la dernière communication de M23, ils ont énuméré une série de préalables, pour que cette discussion puisse continuer. Alors, vous comprenez que, d'un côté, quasiment le gouvernement congolais est entre le marteau et la plume. D'un côté, on veut que l'accord s'exécute rapidement. De l'autre, il y a des préalables, et ces préalables posés par la médiation et l'autre partie semblent s'imposer à nous. Et nous, on n'a visiblement pas le moyen de ne pas exécuter ça. Donc là, ça nous complique véritablement la tâche. Et donc, moi, j'ai été un peu sidéré de constater qu'on ait signé, qu'on ait reconnu qu'il y a les FDLR, parce qu'on a déjà parlé qu'ils existent en vie. C'est qu'ils sont de manière résiduelle. Ils ne sont plus, ils ne représentent plus une menace. Et on sait tous que le Rwanda évoque les FDLR comme un éventail pour continuer à justifier sa présence au Congo. Donc aujourd'hui là, d'une part, on a accrédité la thèse de l'arrivée de troupes rwandaises au Congo. C'est pourquoi même, au lieu de parler de l'agression rwandaise dans l'accord, on parle de mesures défensives. Parce que pour le Rwanda, il se protège. Il se protège. Il se défend. Il se défend par rapport à la menace qu'elle représente les FDLR. Donc là, on a accrédité cette thèse-là. Maintenant, il faut mettre fin. J'ai entendu les responsables du gouvernement dire que, mais à l'heure actuelle, les FDLR sont ou seraient dans la zone occupée par une force négative soutenue par le Rwanda. Pourquoi les Rwandais ne peuvent pas déjà mettre fin à l'existence de FDLR pendant qu'ils sont en train d'occuper illégalement des territoires entiers de notre pays? Et voilà encore la farce qui nous a été jouée. C'est qu'à un moment donné, les M23 avaient livré au Rwanda quelques FDLR qui ont été... Effectivement, on avait vu des vidéos au Congo, avec des tenues... et aujourd'hui, élargir l'existence, la présence de FDLR jusque dans le rang de Ouazalendo, qui sont une force de résistance aujourd'hui qui défendent l'intégrité territoriale. C'est justement avoir la mauvaise foi. C'est vers la dissolution de ce mouvement de Ouazalendo. Il vise justement la dissolution de Ouazalendo. Alors, je vais finir par rapport, pour dire un peu, on a parlé de la qualité des ouvrages des Américains, non, des Chinois. Non. Qui vous construisent comme le Quinois. Les Chinois, il faut aller chez eux pour voir ce qu'ils construisent pour eux-mêmes. Mais pourquoi ils construisent ici? Ils font des très belles infrastructures pour eux. Pourquoi non, maintenant chez nous, ici, ils ne les font pas parce le problème, ils exploitent nos minerais. Je crois que Francis a sorti les mots, c'est l'esprit congolais. L'esprit congolais, oui. Les Congolais, surtout s'ils doivent gérer un peu d'argent, ce qui concerne le bien commun, ils trouvent toujours une occasion de se les remplir les poches. OK? Et au lieu de donner peut-être 100, pour que nous voient des $100 soient exécutés, on accepte pour gagner quelques dividendes, que ce soit une voie de 60 ou de $50. Vous comprenez? Donc, c'est nous-mêmes qui fauchons le travail à la Chine. La Chine ne peut pas venir des milliers de kilomètres, venir pour faire des aventures chez nous. Si nous sommes rigoureux, nous sommes sérieux avec nous-mêmes, je ne vois pas comment un expatrié qui viendra chez nous pour construire des infrastructures publiques, que tout le monde voit et sait apprécier la qualité, va venir faire des aventures. Donc, la responsabilité à ce niveau-là nous revient. Mais maintenant, les États-Unis.
Doit-on faire confiance aux Américains? Moi, non, je suis très dubitatif par rapport à ces gens-là. Parce que, déjà, vous voyez l'ambassade des Américains, c'est dans les conteneurs. Vous ne croyez pas, vous ne le croyez pas. Moi, je crois pas, je ne crois pas ça. Je ne crois qu'au Congo, je ne crois qu'en la RDC, je ne crois qu'aux forces de notre pays, et je ne crois qu'au changement de... je dirais de mentalité des Congolais, et surtout de nos dirigeants. Il faut que nos dirigeants apprennent et nous apprennent à nous aussi à mettre l'intérêt du Congo en avant. Merci. Serge Sekana, je vous donne juste 30 secondes en clôture, parce qu'on évoque cette question de Doha, où la République démocratique du Congo devrait se retrouver autour d'une table avec le mouvement de M23 et l'AFC. Entre autres, ce mouvement de l'AFC et de M23 sollicite que nous puissions avoir un dialogue interne. Mais c'est pas un souhait, c'est, je dirais, un impératif. À Doha, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, les deux présidents se sont parlé et le gouvernement a parlé avec l'AFC M23 à Doha. Et on nous renvoie, parce qu'il y a des matières qui doivent être réglées, notamment la présence des Nanga et des Kabila et tout consort. Les Américains disent que ce sont des questions internes. Alors comment on va résoudre ça? Est-ce que ça sera accepté facilement? Congolais, non, dans l'accord, on recommande même de récupérer des brassages et tout ce que vous voulez, mais au cas par cas. Alors, si nous allons parler avec le Rwanda, si nous discutons avec le Rwanda, pourquoi les Congolais ne se parleraient pas? Parce que pour parler avec les Rwandais, je pense que et les Rwandais n'a pas tué. Donc vous acceptez les assassinats du Rwanda et pas ceux du Congolais. Non, l'accord voudrait que le Congolais se parle. Trouve des solutions, des solutions à leurs problèmes internes. Et les Congolais parlent à son voisin, le Rwanda. Mais ce qu'on ne dit pas, si le FDLR constitue une menace pour le Rwanda, pourquoi on n'imposerait pas la même logique au Rwanda? Parce que ce sont des Hutus, des gens qui ont fui un pouvoir qui est arrivé en faveur des armes. Pourquoi on n'imposerait pas un dialogue inter-rwandais? C'est là où comme on le fait aussi. C'est là où c'est entre le Rwandais. Au lieu de venir, de nous demander de faire le travail des Rwandais à sa place, parce que le faire. Le FDLR qu'on a remis au Rwanda, qui peut nous dire aujourd'hui ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Qui peut nous dire ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ah oui. C'est quel régime au Rwanda là-bas? Un régime monoethnique, monolithique, chuté, dirigé par un seul homme, pour ne pas dire l'homme seul. On a parlé de sa maladie ici, mais c'était vraiment la panique générale. Donc, on doit, si nous devons parvenir à une vraie paix, le Rwanda a l'obligation de se démocratiser. De se parler entre eux. Non, de se démocratiser. De laisser de l'espace à une opposition qui dirait, comme on dit, les autres disent à Félix Tshisekedi, ici tu as échoué, on n'est pas d'accord, patati patata, et sans être tué, sans être fusillé. Merci. Donc, il faudrait que l'ouverture démocratique s'efface aussi de l'autre côté. Merci Francis Otudi. Un mot, doit-on parler entre nous et faire semblant de ce qui... C'est-à-dire prendre le dialogue interne en premier lieu avec ce qu'on a à faire de Rwanda? Moi, je pense que Doha n'est plus une option pour le gouvernement congolais, mais c'est plutôt un impératif. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir pour le moment en réglant seulement la question entre la RDC et le Rwanda et mettre de côté cette réalité. Donc la réalité, c'est que aujourd'hui, ceux qui sont de l'autre côté armés sont des Congolais et qu'il n'y a aucun péché, à mon avis, il n'y a aucun problème à ce que les Congolais se retrouvent et puissent se parler et trouver, surtout qu'on a légitimé le fait qu'il y a des problèmes au niveau interne du pays. Qui sera le médiateur? Qui sera le médiateur? Mais le Qatar est là, et c'est un cours où
ont soulevé par les Par rapport à cette qui question, n'est justement, pas- ça c'est mon avis peut-être personnel qui ne va pas engager d'autres personnes. Moi, je pense aujourd'hui que s'il faut un dialogue au niveau de la RDC, il n'y a pas de mal que recourir à l'étranger. La Cinco puisse intervenir. Vous allez donner vous allez choquer certains des négociations de haute pouvoir. envergure comme ça Ah oui. entre le maire des gens qui ne visent que les offrandes. Excusez-moi. Philippe Kazadi, veuillez clôturer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'incliner, tendre la main à Nanga et les autres pour qu'on puisse retrouver la paix totale en République démocratique du Congo? Parce que c'est aujourd'hui le seul moyen où on pourra faire mieux pour que le Congolais puisse se parler. Non, faut bien choisir les mots. Quand vous dites s'incliner, alors là déjà, Non, moi, je ne sais pas dirais non. s'incliner dans les mauvais sens, parce que on s'était dit on ne va pas se retrouver autour d'une table avec le mouvement rebelle et les autres. Même Non, je crois que sur la question, le chef de l'État a suffisamment évolué et c'est pourquoi il a même envoyé une délégation à Doha pour discuter avec les rebelles. Mais peut-être que ce sont les exigences de rebelles qui sont encore un peu plus lourdes pour le Congo de pouvoir les assumer. Mais déjà, la dynamique de dialoguer est déjà là. Moi, ce que j'aurais voulu vraiment marteler, c'est ce que ça je venais de dire, que si les États-Unis, voilà encore les lieux ou le moment de se poser la question sur la neutralité ou l'impartialité des États-Unis sur cette affaire. Est-ce que les États-Unis trouvent la seule possibilité de démanteler les FDLR, c'est de les chasser du Congo et de les amener où? Pourquoi dans l'accord aussi, dans cette dynamique de paix, on n'a pas demandé aussi au Rwanda de discuter avec les FDLR? Parce que s'ils doivent sortir du Congo, il faut qu'ils aillent quelque part. S'ils doivent sortir du Congo, il faut qu'ils aillent quelque part. Les quelque part, c'est où? Est-ce que le Rwanda est aujourd'hui prêt à recevoir ces gens? Mais sous quel format? Sous quel format? Il faut qu'il y ait aussi un dialogue inter-rwandais, tout comme moi j'appelle de tous les vœux, qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Et ça, j'en avais parlé. Nous, on a écrit dans Kiosque d'Afrique depuis bien longtemps, avant la prise de Goma, lorsque la situation humanitaire était très dégradante. Nous avons demandé, en écrivant un éditorial, que Kinshasa puisse rectifier son tir. Alors les chefs d'État disaient non, il n'y a pas de négociation. À l'époque, on avait déjà écrit qu'il faut négocier. Parce que, à moins que vous soyez en mesure de les tuer. Mais si vous n'êtes pas en mesure de les tuer ou de les démanteler, il faut négocier. Et aujourd'hui, tout porte à croire que sur le plan militaire, on ne mettra jamais fin à ces mouvements de M23. Il faut le dialogue. Alors, il faut dialoguer. Mais arrêtons de dire maintenant, alors si on dialogue avec le M23, ça signifie quoi? Que dans ces pays, tout celui qui va tenir les armes, il faut dialoguer avec lui. Oui, tout celui qui tiendra les armes, on négociera avec lui. Parce que l'État doit être en mesure d'anticiper. C'est pourquoi, au-delà du dialogue, au-delà du dialogue politique, il faut aussi un dialogue sécuritaire entre les Congolais pour que notre machine sécuritaire puisse fonctionner convenablement et savoir anticiper ce genre d'organisation. Nous pouvons savoir déjà qu'au Rwanda se prépare une attaque contre le Congo. Et le Congo peut savoir endiguer. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, on continuera toujours à négocier avec quiconque touchera aux armes. C'est-à-dire le pouvoir de la République démocratique du Congo devrait faire peur à tout le monde. Lorsque vous osez prendre des armes, vous connaissez déjà que non, nous aurons... Mais pas celui qui a déjà pris les armes et qui occupe les territoires, vous dites non, on négocie pas, non, c'est là il faut négocier. Alors, nous sommes presque à la fin. L'insécurité, ce n'est pas seulement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il faut vous dire, au niveau de Grand Bandundu, il y a des Mombundu qui apparaissent encore, il y a même de morts. L'insécurité aussi, c'est dans le Haut-Katanga. L'insécurité, c'est aussi dans le Kasaï, dans le Grand Katanga. C'est-à-dire l'autorité de l'État devrait se faire sentir dans tous ces coins, parce que on a fait, regardez aujourd'hui à Kinshasa avec de braquages tous les temps, où on dirait comme si on n'a pas un ministre provincial de la sécurité, tout il faut remettre sur le plan national. Il connaît pas aussi des institutions. Aussi, ainsi de suite. Merci à Serge, merci à Philippe, merci à Francis. Je vous dis prochainement, on va encore se retrouver dans un autre numéro. Merci. Je salue aussi le travail qui est bien réalisé au niveau de l'antifraude, au niveau du là-bas, où Trésor Mahamba, un jeune, qui arrive à faire mieux, à démanteler tous les gens qui sèment du désordre au niveau du là-bas, qui sont en train
de prendre de motos, de tuer des gens. Il les fait carrément parce que nous tous, nous devrons suivre ce qui nous dirige pour au moins rétablir la paix partout. Et ces jeunes se montrent au moins très préoccupés pour sa province du là-bas. Alors, on se retrouve dans un autre numéro et à la prochaine.